Bonjour, bienvenue, merci de nous recevoir. La Voix est libre spéciale élection municipale. Et on y est presque, c'est dimanche, dans 8 jours qu'on vote pour le premier tour. Et quant à nous, on est quasiment au bout de ces débats qui, on l'espère, vous aideront à faire votre choix dans l'isoloir. Ce matin, on s'intéresse à une des villes majeures de la région, Saint-Étienne. Avec nous sur ce plateau, 4 candidats. Je vais faire les présentations tout de suite. Maurice Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le sénateur maire socialiste de la ville et vous êtes à la tête de Saint-Étienne depuis maintenant 6 ans. C'est votre premier mandat de maire. Gaël Perdriau est en face de vous. Bonjour monsieur Perdriau. Bonjour. UMP, leader de l'opposition stéphanoise. Vous êtes quant à vous à la tête d'une liste d'union de la droite. Gabriel Lepercave, bonjour. Bonjour. Vous menez la liste du Rassemblement Bleu Marine, celle du Front National, autrement dit. Et puis Olivier Longeon est là également. Bonjour, monsieur Longeon. Vous êtes, quant à vous, la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts. Il y a 3 autres listes. On entendra d'ailleurs leurs représentants tout à l'heure. Romain Brossard de Lutte Ouvrière, tête de la liste Faire entendre le camp des travailleurs. Belkacem Merahi du Parti de gauche, tête de la liste Place au peuple. Et enfin Hubert Patural, tête de la liste Saint-Étienne, c'est capital. Je note au passage qu'à Saint-Étienne, sur cette liste en présence, aucune n'est menée par une femme. La parité a encore un petit peu de chemin à faire. Avant d'entamer ce débat, une question d'actualité pour tous les 4. Paris puis Lyon ont décidé de rendre leur transport en commun gratuit ce week-end pour lutter contre ce pic de pollution exceptionnel que nous vivons en ce moment. Saint-Étienne aussi a pris la décision hier. Vous avez pris la décision hier, monsieur Vincent, un peu tard et de façon limitée peut-être ? Pas du tout, pas du tout tardivement. Dès que le seuil de pollution de 40 microgrammes a été atteint, j'ai pris cette décision qui est dans la continuité de toute mon action pour le développement durable. Nous avons fait beaucoup de choses, développer des espaces piétons, développer les transports en commun, passer le ticket Stas à 1h30, etc. Donc c'est une préoccupation. Alors c'est une décision qui est prise aujourd'hui avec une réunion en début d'après-midi après votre émission pour décider pour demain. Et chaque jour, nous adapterons notre décision en fonction de l'évolution de la situation. Une décision qui doit vous plaire, monsieur Longeon. Une décision qui nous plaît beaucoup. Néanmoins, qu'on prend juste au moment des municipales, que ce soit à Paris, Lyon ou Saint-Étienne ou d'autres villes, et qu'il faudrait prendre et systématiser en période d'épisodes de pollution. Et puis, il faudrait avoir des mesures tout au long de sa politique, tout au long des mandats, pour réellement réduire cette pollution. Monsieur Perdriau, voulez-vous aussi systématiser à chaque pic de pollution la gratuité des transports en commun ? C'est écrit dans notre programme électoral, donc c'est bien que Maurice Vincent ait eu ce réflexe à quelques jours effectivement des élections municipales. C'est aussi pour ça que nous avons des propositions concernant les transports en commun en matière de tarification et de 3e ligne de tramway pour effectivement diminuer la pollution en ville. Monsieur Lepercave, vous auriez pris cette décision vous aussi. On sait que le Front National, souvent, on défend les automobilistes. Écoutez, à croire qu'on n'a jamais eu de pic de pollution dans la région Rhône-Alpes. Là, effectivement, nous sommes à une semaine de l'élection, donc Maurice Vincent prend une décision de rendre la gratuité des transports. Et encore une fois, par rapport à ce pic de pollution, quand on voit les limitations de vitesse, encore une fois, effectivement, c'est l'automobiliste qui est puni. Alors que quand on se rend entre Saint-Étienne et Lyon, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'usines qui font partie de multinationales. Non, on va tout de suite punir l'automobiliste au lieu d'intervenir à l'encontre de ces multinationales. Voilà, encore une fois, puis je tiens à dire que quand même, encore un sujet de pic de pollution, je crois que sincèrement, les véritables problèmes ne sont pas là. C'est des problèmes de santé publique, monsieur Pierre. Oui, tout à fait. Oui. Mais donc, quand on commence à crever de faim à Saint-Étienne... Quand les seuils sont atteints, il faut réagir. Ils n'ont jamais été atteints à ce niveau à Saint-Étienne. C'est pourquoi j'ai pris cette décision. C'est tout simplement. C'est étonnant. Une semaine avant, c'est comme ça, pic de pollution. Voilà. Oui, bon, c'est peut-être pas le pic de pollution, ne se déclenche pas quand il y a des élections non plus, mais bon. Enfin, bref, on se pose la question. Reposons maintenant ce débat. Et d'abord, la ville de Saint-Étienne, 2e ville de la région, avec 170 000 habitants, chef-lieu évidemment du département de la Loire. Pas de chiffre de taux de chômage disponible depuis 2009, aussi incroyable que ça puisse paraître, mais c'est le mystère des statistiques. Seuls les chiffres départementaux existent, mais à l'époque, on était quand même à 5 à 6% au-dessus de la moyenne nationale. Le revenu par habitant est également plus faible que la moyenne nationale. Saint-Étienne, on l'a un peu oublié, a connu un mandat communiste il y a longtemps maintenant avec Joseph Sanguedol, c'est lui en 77, et battu 6 ans après. Commencera un long règne pour le centre droit avec le docteur François Dubanché, puis Michel Thiollière. La ville est repassée à gauche il y a 6 ans, on s'en souvient,
à la faveur d'une invraisemblable division de la droite, pourtant majoritaire en voix. Alors est-elle toujours majoritaire en voix ? C'est évidemment la grande question de ce scrutin, et la question de l'union de la droite, Gaël Perdriau, était essentielle, bien sûr. Bien sûr, je crois qu'on a vu que la victoire de Maurice Vincent était une victoire de circonstance. Il n'était absolument pas prêt à assumer ce mandat. On l'a vu par des décisions complètement incohérentes pendant ces 6 années, sans donner de vrai cap stratégique. Et je crois que c'est notre responsabilité d'élus locaux dans l'opposition qui nous a fait prendre cette décision, parce que l'état de la ville 6 ans après est catastrophique, est inquiétant, et pourtant nous avons beaucoup d'atouts, beaucoup de potentiel à Saint-Étienne. Et c'est la raison pour laquelle l'UMP, l'UDI, le MoDem, et puis de nombreux non-inscrits, il y en a plus d'un tiers sur notre liste, ont décidé de se retrousser les manches et de présenter un projet d'avenir pour Saint-Étienne. Monsieur Longeon, face à une droite unie, il n'aurait pas mieux valu vous unir avec Monsieur Vincent. Je vous poserai d'ailleurs la même question, Monsieur Vincent, dès le premier tour. Eh bien, nous avons pensé qu'un certain nombre d'éléments du projet écologiste, du projet citoyen, parce que nous ne sommes pas qu'une liste Europe Écologie, nous sommes un peu plus large. Nous avons par exemple des gens du MRC, nous avons aussi des gens, notamment la deuxième personne de notre liste était 4e de la liste de Gilles Artigue. Nous avons travaillé avec des associations, avec des citoyens stéphanois, à discuter, construire un projet, co-construire un projet, et nous avons pensé que la meilleure des façons de le défendre était de se présenter au municipal. Quitte à reprendre un risque, puisqu'en 2008, vous n'aviez pas passé le premier tour. En 2008, nous n'avions pas passé le premier tour pour un souci qui avait été clairement... c'est le fruit de la division Artigue. Artigue avait clairement fait une liste qui était soi-disant ni droite ni gauche. On voit aujourd'hui où Artigue est revenu. Il est revenu au bercail, il est à droite. Et les électeurs stéphanois qui ont voté pour lui la dernière fois s'en souviendront. Pour que les choses soient claires, Maurice Vincent, est-ce que vous laisserez une place aux écologistes, s'ils passent les 5% cette fois, au deuxième tour ? Moi, j'ai toujours été pour le rassemblement de la gauche. Il n'a pas pu se faire tout de suite. Nous avons reconduit donc un rassemblement très large et même élargi à des centristes progressistes, à des écologistes du monde associatif. Donc c'est une gauche très largement rassemblée. Ça restera mon cap dans cette élection, du début à la fin, naturellement. Quant à la droite, c'est une plaisanterie, c'est une union de façade que tout le monde connaît. Monsieur Thiollière, l'ancien maire, ne soutient même pas Monsieur Perdriau. Et avant-hier, à Saint-Chamond, Madame Ramayad, qui est venue pour parler au nom de l'UDI, a fustigé l'attitude de Monsieur Artigue. C'est donc une union totalement délétère, en fait d'apparence, qui serait dramatique pour la ville si elle devait être reconduite, car elle ne durerait pas plus de 6 mois. Juste pour répondre à ça, Monsieur Perdriau, je vous donne la parole après. Monsieur Percave, est-ce que vous auriez aimé le soutien formel de Michel Thiollière, qui ne vous a effectivement pas accordé ? D'abord, je voudrais dire qu'il y a 2 sujets quand même majeurs d'opposition entre Maurice Vincent et Olivier Longeon sur l'A45, sur le dossier des Ursules, avec des positions très différentes. Ça veut dire qu'effectivement, il faudra surveiller le 23 au soir la position de l'un et de l'autre pour savoir lequel s'assoit finalement sur ses convictions au profit de quelques places. Sur le soutien de Michel Thiollière. Alors, je suis content que Maurice Vincent s'inquiète de mon comité de soutien, qui réunit plus de 3000 Stéphanois, parmi lesquels le professeur Queneau, André Mounier, des artistes, des chefs d'entreprise, des responsables associatifs, des chômeurs. Une population très large qui est rassemblée derrière son président Jérémy Janot. Et vous verrez dans quelques jours que ce comité de soutien réserve quelques surprises. Michel Thiollière, vous regrettez qu'il ne vous soutienne pas ? J'ai d'excellentes relations avec Michel Thiollière et je pense qu'il l'exprimera dans quelques jours. C'est pas le comité de soutien qui siège au conseil municipal, ensuite, M. Perdriau. C'est les élus, et quand ils sont divisés, c'est dramatique. Mais voilà. Gabriel Lepercave, vous n'aviez pas été en mesure de constituer une liste en 2008. Cette fois, ça s'est avéré possible. C'est donc un changement important, évidemment. Qu'est-ce qui a fait que le Front National a pu, cette fois, entrer dans le combat ? Écoutez, là, tout simplement parce que lors de la préparation de la liste, j'ai énormément été sollicité par les Stéphanois. J'ai eu effectivement peut-être un peu plus de facilité pour constituer cette liste qui regroupe différentes professions. C'est vrai que les différents Stéphanois et aussi les commerçants m'ont poussé et après une réflexion, je me suis lancé effectivement dans cette bataille des municipales face effectivement à une union de façade qu'on peut appeler entre guillemets la droite et face au bilan catastrophique de M. Vincent. 2 sondages ont été faits sur la ville de Saint-Étienne, aux résultats relativement similaires. Vous me permettrez de ne citer que le sondage Ipsos Steria pour France 3 et France Bleu. Au premier tour, Gaël Perdriau est donné en tête, mais d'une courte tête, 35% devant Maurice Vincent à 34%. Puis tous les autres sont assez loin derrière.
Vous, monsieur de Percave, vous êtes à 16% et vous, monsieur Longeon, à 7%. Au deuxième tour, dans le cadre d'une probable triangulaire avec le Front National, c'est Maurice Vincent, cette fois, qui s'imposerait avec 45% contre 41% pour Gaël Perdriau et 14% pour Gabriel de Percave, qui perdrait donc des voix entre les deux tours. Gaël Perdriau, on est dans un écart assez faible, tout va se jouer en dernière semaine. Oui, j'en suis convaincu. D'abord, ce sondage montre avec satisfaction un premier tour où j'arrive en tête. Ça veut dire que les Stéphanois apprécient la dynamique que nous avons montrée pendant cette campagne et puis notre projet. Au moment de ce sondage, nous n'avions pas encore totalement terminé nos 26 réunions de quartier. Nous avons souhaité aller au plus près des Stéphanois pour leur présenter notre projet et aller à leur rencontre. Nous avons envoyé nos projets, notre programme aux Stéphanois cette semaine. Donc tout ça n'est pas pris en compte dans les résultats. Ce que ça montre également, c'est que Maurice Vincent n'a pas su finalement donner satisfaction aux Stéphanois. Il arrive relativement loin. Il arrive en tête néanmoins au deuxième tour. Attendez, sur le premier tour, je crois que ce qui est important, c'est que non seulement il fait un score inférieur à celui qu'il a fait en 2008. Ça veut dire que non seulement il n'a pas convaincu de nouveaux Stéphanois, mais il en a perdu en route. Au deuxième tour, je dirais simplement, et je peux comprendre le désespoir et la colère de certains Stéphanois quand on voit l'état de notre ville aujourd'hui. Et le message que je voudrais leur lancer à ceux qui s'abstiennent ou à ceux qui font un autre choix, c'est que ça se jouera entre Maurice Vincent et moi, et que dès le premier tour, il faut le signifier si on ne veut pas reconduire le maire sortant. Les deux sondages vous inquiètent un peu, Maurice Vincent? Pas vraiment. Ils sont tout de même positifs pour moi dans le contexte national que l'on connaît. Il y a beaucoup de maires de gauche qui aimeraient avoir de telles prévisions. Mais ce sont des estimations. Il y a 3 semaines, moi je pense que, évidemment, la campagne est très importante et que les électeurs se déterminent le jour du vote. Donc j'attends sereinement leur décision. Je pense qu'il faut que les électeurs de gauche, qui peuvent avoir quelques réticences, il faut bien le dire, au regard du niveau national, se mobilisent massivement dès le premier tour autour de la liste que je représente. C'est important. Ça ne servirait à rien de soigner le mal par le mal en ouvrant la porte éventuellement à un jeune coopéiste à Saint-Étienne. Je crois que ce n'est pas l'avenir de la ville. Le temps passe très vite. On va maintenant quand même aborder les thèmes de campagne à Saint-Étienne. Et on va d'abord laisser la parole à quelques Stéphanois qu'Olivier Michel et moi avons rencontrés il y a quelques jours sur la place rénovée de l'Hôtel de Ville. Ce qu'ils aiment et n'aiment pas à Saint-Étienne. Vous savez, quand on vit depuis des années dans une ville, de toute façon, on s'y attache, même si tous les quartiers ne sont pas vraiment extraordinaires. Mais si, moi j'aime bien vivre à Saint-Étienne. La verdure, il y a beaucoup. Les proximités des campagnes. Saint-Étienne, c'est plus la ville noire, la ville... elle est vivante, Saint-Étienne. Moi, ça fait 20 ans que j'habite Saint-Étienne. Parce que je suis lyonnaise à l'origine. Alors vous voyez, c'est... En conversion vers le design, je pense que c'est quelque chose de bien pour la ville parce que ça permet de la redynamiser. On a quand même la Cité du Design, on a quand même le musée de la mine, on a quand même des verts qui nous font de la publicité et on a une ville morte. Toutes les boutiques sont fermées. Donc pourquoi? C'est dommage. Il faut quand même remettre des circulations dans certaines rues de la ville. Le centre-ville, il est minable, les magasins ferment. Il y a des quartiers qui paraissent maintenant plus abandonnés, beaucoup de commerces fermés, beaucoup de... Ça, je trouve que c'est un peu triste. La sécurité, vraiment avant tout. Parce que je suis jeune, je suis une fille et c'est pas facile tous les jours quand je sors les soirs. On a l'impression que tout le monde est triste. Et je trouve qu'il y a du potentiel dans cette ville, il y a des choses à faire. Et que voilà, faut pas toujours se plaindre, quoi. Il faut aller de l'avant. Commerce, stationnement, sécurité, les thèmes sont lancés. Gabriel de Percave, c'est un peu ceux que d'ailleurs vous défendez. Oui, effectivement, ce qui ressort de Saint-Étienne, c'est la fermeture des commerces. Et il faut se poser la question pourquoi. Et encore une fois, je pense que Maurice Vincent ne s'est pas posé la question. Effectivement, il y a un problème d'insécurité à Saint-Étienne, il y a un problème de stationnement, un problème de circulation. Et je tiens à préciser que le problème de circulation a déjà commencé sous l'équipe de Thiollière dont faisait partie Gaël Perdriau, lorsqu'il y a eu la 2e ligne de tram qui a été lancée, où là, effectivement, il y a eu des commerces qui ont commencé à fermer dans la grande rue. Et je tiens aussi à préciser que ce soit Maurice Vincent et Gaël Perdriau parlent souvent d'incivilité. Mais je crois qu'à Saint-Étienne, on ne donne pas véritablement la définition d'incivilité. L'incivilité, c'est un manque de politesse et de courtoisie. Or, à Saint-Étienne, c'est véritablement de l'insécurité. Nous avons dernièrement... Les chiffres ne sont pas plus mauvais qu'ailleurs, monsieur de Percave. Mais tout à fait, mais à partir du moment où vous avez des Stéphanois qui ne vont plus déposer plainte, il y a une explosion de cambriolage à Saint-Étienne. Non, il y a une baisse l'année dernière. Quand vous avez 3
des contrôleurs de la Stas qui sont menacés de mort, quand vous avez une... Mais voilà, monsieur Vincent, voilà. Et allez, on fait comme ceci. Mais oui, Monsieur Depercave, comme c'est un débat, on va laisser un peu parler les autres. Je voudrais juste votre sentiment, monsieur Longeon, parce que derrière ça, il y a la rénovation du centre-ville, le passage en piétonnier, qui a plutôt, j'imagine, vos faveurs, des difficultés de circulation qui expriment ces citoyens qu'on a rencontrés, une désertification commerciale, ça qui paraît évidente à tout le monde, mais vous n'avez pas du tout la même vision les uns et les autres pour résoudre le problème. Nous pensons qu'il faut faire mieux pour la circulation. Si on fait le bilan de la circulation à Saint-Étienne, c'est une des villes où la part de l'automobile reste la plus importante. Donc quand on dit, par souci électoraliste, qu'on a des soucis de circulation à Saint-Étienne, nous ne sommes pas d'accord et nous pensons qu'il y a juste une question de réorganisation, de fluidification et qu'il faut développer les mobilités douces. Pour le centre-ville, pour nous, il est évident que c'est un dossier prioritaire. On relancera Saint-Étienne par la redynamisation du centre-ville, par une mission sur le centre-ville qui travaille aussi bien sur les façades que sur les commerces, que sur l'habitat, que sur l'isolation. Nous avons globalement un grand projet pour le centre-ville et c'est la façon de sortir cette ville de la petite ornière dans laquelle elle est au niveau justement de cette ville qui, au niveau du centre, s'est quand même paupérisée. Donc nous avons une mission à lancer pour ressortir le centre-ville. Et les Stéphanois répondent favorablement. Regardez la petite vidéo qui a été faite We Are Happy from Saint-Étienne. Le producteur vous le dira, il a reçu un nombre incroyable de demandes pour participer à cette vidéo. Les gens sourient, les gens sont contents et ils montrent une ville agréable. Ils sont prêts à jouer le jeu, donc jouons le jeu avec eux. La piétonisation a-t-elle nuit au commerce, Maurice Vincent? Pas du tout. Et je conteste formellement le diagnostic catastrophiste à l'excès, évidemment, qui vient d'être produit. Et je le conteste avec les mots d'André Mounier, président de la Chambre de commerce de Saint-Étienne et membre du comité de soutien de M. Perdriau, qui dit dans Le Progrès « Le centre-ville et Saint-Étienne ont tendance à mieux se situer que le reste du territoire. Les chiffres des commerçants de l'hypercentre est stable depuis plusieurs années. Le nombre de commerçants avoisine les 1000. » C'est un des soutiens de M. Perdriau qui dit ça. Il y a une instrumentalisation. Bien sûr, certains commerces ferment dans certaines rues, comme dans toutes les villes. D'autres ouvrent. Et je vous donne les chiffres, toujours de la Chambre de commerce, qui sont très clair. Le centre-ville a augmenté de 1% son chiffre d'affaires de 2006 à 2010. Les statistiques sont là. Alors que dans le reste du territoire, il y avait une stagnation. Et je termine par un dernier chiffre, parce que je veux bien qu'on donne son impression et qu'on recueille les positions de telle ou telle personne un peu mécontente, car il y en a, naturellement. Dernier chiffre que j'ai eu avant-hier, les statistiques des parkings du centre-ville de Saint-Étienne, de tous les parkings, ont fait leur meilleur score en janvier 2014 depuis leur ouverture. Et on me dit qu'il n'y a personne dans les rues, mais il suffit de s'y promener. J'y étais encore hier, avant-hier, samedi dernier. D'ailleurs, je ne peux pas être démenti, parce que M. Perdriau y était aussi. Il y avait un monde fou. On serait cru à la sortie de Geoffroy Guichard. Alors, tout cela, c'est beaucoup d'idéologie, d'instrumentalisation. Moi, je soutiens les commerçants dynamiques et je continuerai, avec la piétonisation, à renforcer leur attractivité. Allez, à vous, M. Perdriau. Vous avez croisé M. Vincent dans des rues noires de monde, alors? Il y avait du monde, M. Perdriau. Je déjeunais effectivement en terrasse dans le centre-ville, mais face aux statistiques qu'assène Maurice Vincent, c'est un panel d'une 50aine de commerçants, c'est loin d'être représentatif des 4500 commerces de la ville. Et ces 4500 commerces, depuis que vous êtes maire, ont licencié 8% de leur personnel. Alors, face aux chiffres, moi je voudrais vous parler de ces femmes et de ces hommes que nous rencontrons tous les jours dans les quartiers. Quittez votre voiture avec chauffeur, circulez dans la ville, parlez avec les Stéphanois. Vous savez, ce que j'aime à Saint-Étienne, ce qui fait la force de Saint-Étienne, ce sont les Stéphanois. La dame a raison dans ce qu'elle a dit tout à l'heure. Il y a des atouts formidables, un potentiel formidable qui a été plombé pendant 6 années de défaitisme, de fatalité, d'une mauvaise image qui a été transmise par Maurice Vincent. Moi, au contraire, ce que je veux, c'est redonner cet espoir parce que je sais qu'on en a le potentiel, permettre aux jeunes talents de s'exprimer dans la ville et donner une autre image à notre ville, positiver sur la qualité de notre enseignement supérieur, de ces PME et de ces PMI qui font l'emploi et ne pas avoir un discours défaitiste et qui engendre la paupérisation de la ville. Alors on va justement, à propos de commerce, de finances et de moyens d'avancer à Saint-Étienne, il y a quand même deux visions de la ville qui se sont opposées à un maire précédent, Michel Thiollière, qui avait favorisé l'investissement et les grands projets, quitte à contracter des emprunts qui par la suite se sont avérés très dangereux. Et puis vous, Maurice Vincent, qui avez voulu avant tout faire diminuer l'endettement inquiétant de la ville, sans d'ailleurs que ce soit terminé et au risque d'apparaître trop timoré dans ce que vous avez ensuite proposé en termes d'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, le surendettement de Saint-Étienne, est-ce que les emprunts toxiques sont derrière la ville ?
Pas en totalité. Nous avons beaucoup progressé sur ce dossier. Je me suis beaucoup battu. Il y avait 15 emprunts toxiques, il en reste 4. Il faut être très attentif et continuer ce combat contre le système financier dérégulé, excessif. Donc moi, je suis en première ligne de ce combat. J'ai mis 20 millions d'euros de côté pour faire face à ces 4 derniers emprunts. Je pense que ça devrait suffire et j'espère même qu'on n'aura pas à les utiliser si nous gagnons tous nos procès, puisque j'ai effectivement conduit des procès qui se sont avérés souvent gagnants contre les banques. Mais on a eu une situation catastrophique, ça va mieux. Il faut qui a limité l'investissement, donc, du coup, hein. Non, parce que au niveau de l'investissement, si vous voulez, j'ai fait des économies de fonctionnement importantes et j'ai même augmenté le montant de l'investissement par rapport à la période précédente à hauteur environ de 50 millions d'euros. Mais c'est vrai que je l'ai réorienté car nous avions besoin de rénover les écoles, nous avions besoin de créer des places en crèche, nous avions besoin de tout un tas de services publics de proximité, beaucoup plus que de nouveaux très grands projets. Ça ne m'a pas empêché de financer la nouvelle Comédie de Saint-Étienne qui va se mettre en place. Ça ne m'a pas empêché de financer une extension du musée de la mine et le nouveau Geoffroy Guichard, européen tout de même. Je pense que ce sont des investissements porteurs d'une très belle image de la ville. Gilles Perdriau. Je crois qu'il ne faut pas confondre le désendettement et les emprunts dont vous parlez. La politique de désendettement de la ville, elle a commencé en 1995. Maurice Vincent a poursuivi le remboursement de la dette à hauteur de 30 millions d'euros, comme ça avait été le cas dans les 2 précédents mandats, et comme je m'engage à le faire, parce qu'il est important de dégager effectivement des marges de manœuvre. Sur les emprunts structurés qui, effectivement, dont on a découvert la dangerosité. Les emprunts structurés, c'est les emprunts toxiques, hein, c'est leur nom gentil. Ils sont devenus toxiques en 2008, quand on a effectivement compris qu'ils pouvaient être dangereux. Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas coûté. Il faut savoir qu'on n'a pas coûté un centime à la ville de Saint-Étienne et qu'effectivement ça n'a pas empêché Maurice Vincent d'augmenter l'investissement dans la ville à hauteur de 50 millions, de continuer à endetter Saint-Étienne Métropole à hauteur de 111 millions supplémentaires. Ce que je conteste, ce ne sont pas la capacité d'investissement, nous souhaitons la poursuivre, c'est la nature des investissements. Est-ce qu'il fallait dépenser plus de 80 millions d'euros dans la rénovation du stade Geoffroy Guichard alors qu'il en était prévu 58? Est-ce qu'il fallait dépenser 10 millions d'euros dans les places hôtels de ville et d'Orient quand on voit la qualité médiocre du résultat? Est-ce qu'il fallait dépenser 10 millions d'euros d'investissement dans la plaine Achille, qui est utilisée par personne et qui a affaibli l'économie de ce site? Je crois que Maurice Vincent a fait de très mauvais choix qui obèrent l'avenir et qui n'ont pas apporté de plus-value à la ville en termes d'emploi et de créativité. C'est un bon sujet. Olivier Longeon. Moi, je pense, et comme toute notre liste, que ceux qui ont fait la dette quand même, c'est l'équipe de Michel Thiollière dans lequel il y avait Gaël Perdriau. Il y avait un désendettement. Il y a eu un désendettement qui représentait pas grand-chose. 60 millions d'euros. Après, aucun désendettement sur le budget principal. 60 millions d'euros. Monsieur Longeon. D'abord, au niveau fiscalité, au niveau impôt, on peut travailler à l'échelle de Saint-Étienne Métropole à mieux répartir les dépenses, à mieux répartir les charges, et je crois qu'on a des gros progrès à faire, encore dans ce mandat qui vient. Après, quand vous voulez les uns et les autres faire la 45, moi je le redis, la 45, elle va coûter entre 350 millions et 700 millions d'euros aux collectivités. Et c'est très simple, soit vous ne le ferez pas, soit vous doublerez les impôts des Stéphanois. Et c'est ça la vraie question sur la 45. Ça, c'est un sans compter que cette A45 arrivera sur Saint-Étienne, sur Lyon. On va en parler de la 45 tout à l'heure. Monsieur Longeon, qu'est-ce que vous faites sur la fiscalité, par exemple, monsieur Longeon, si vous êtes élu? Normalement, si on suit le cours logique de ce que la loi a préconisé, nous allons passer en communauté urbaine, un peu comme Lyon est aujourd'hui. Et nous pensons qu'à cette occasion, il faut répartir les compétences, c'est-à-dire ce que font en fait les communes et ce que font les intercommunalités, donner plus de points à l'intercommunalité et répartir la charge sur la totalité des communes de l'agglomération. Gabriel Lepercave, sur la fiscalité, quel est votre engagement? Alors, je voudrais revenir sur les emprunts toxiques, qui n'ont de toxiques que ceux qui les ont souscrits. Quand M. Perdriau parle de dangerosité qui a été découvert après, il faut savoir que les taux variables ont toujours existé. Et il se trouve qu'il y a aussi des villes dont le maire est socialiste, ont aussi souscrit des emprunts toxiques. Mais il faut savoir, quand j'écoute M. Perdriau, qu'il découvre, puisqu'il faisait partie de l'équipe de M. Thiollière, qu'il découvre que ces emprunts sont dangereux, mais il faut savoir que des élus du Parti socialiste et de l'UMP siègent au conseil d'administration de Dexia et touchent des jetons de présence. Donc il ne faut pas me dire qu'ils n'étaient pas au courant.
qu'ils n'étaient pas au courant. Et moi, je m'engage tout simplement à ne plus avoir recours à des emprunts à taux variables, mais à des emprunts à taux fixes. Il y a beaucoup de villes de Percave qui ont souscrit aucun de ces emprunts, et il n'y a aucune ville qui en a souscrit autant que Saint-Étienne. Mais c'est facile, à l'exception d'une ou deux. Tout le monde. Donc il y a bien des responsabilités. On est dans un débat municipal. Il faut rendre compte de ces décisions. Elles sont catastrophiques. Mais vous faites partie Elles sont catastrophiques, et moi, je me suis battu pour limiter la charge sur les Stéphanois, et j'y ai pour l'instant globalement réussi. Pardonnez-moi. Il est 11h57, on aura un autre débat sur Saint-Étienne entre les deux tours. On pourra reparler de cette question qui est essentielle. Je suis désolé, mais le temps passe évidemment très vite sur des débats à 4 candidats. D'autant plus que pour des raisons d'équité, il nous faut aussi écouter les 3 autres têtes de liste de cette élection. Romain Brossard de Lutte ouvrière, Belkacem Meraï du Parti de gauche, et puis Hubert Patural qui mène la liste Saint-Étienne, c'est capital. Vu la situation des travailleurs aujourd'hui, vu la crise depuis quelques années, qui aboutit à des fermetures d'entreprises, une explosion du chômage, et vu aussi la politique du gouvernement, aujourd'hui du Parti socialiste, qui fait la même chose que Sarkozy, de plus en plus de travailleurs, de chômeurs, de retraités ont envie d'exprimer un ras-le-bol, une colère. C'est ce qui fait que là, dans ces élections, il y aura une liste lutte ouvrière bel et bien présente. Ça faisait plus de 30 ans qu'il n'y avait pas eu de liste lutte ouvrière, et ben voilà. C'est la démonstration qu'une fraction, aujourd'hui certes minoritaire, mais une fraction de plus en plus importante de la classe ouvrière refuse de se résigner, refuse de se laisser faire. Quand je regarde mon parcours de chef d'entreprise, 30 ans d'entreprises créées, dont de très belles entreprises à Saint-Étienne et dont de nombreux Stéphanois se souviennent, je me dis que je vaux largement aussi bien qu'eux, sinon mieux. Et voilà la raison de ma candidature. Je pense que les Stéphanois seront très très nombreux le jour du 23 mars à me porter. On ne suffit pas du tout au sondage, bien évidemment. Je pense qu'il est en train de se préparer une vague de fond qui va se transformer en raz-de-marée pour le 23 mars. Puisque je serai devant eux le soir du premier tour, sont-ils capables de privilégier plutôt l'intérêt des Stéphanois plutôt que leur propre carrière politique? Seront-ils capables de se retirer sans condition pour me laisser battre Maurice Vincent en duel? Voilà la seule question qui doit être posée à M. Percave et Perdriau, et qui aura de l'intérêt pour les Stéphanois. Je constate que ma ville dépérit, que j'aime ma ville, que j'aime les Stéphanois et les Stéphanoises, et que pour cela, avec mon équipe, nous avons décidé de nous lancer dans la bataille des municipales. Depuis mars 2013, nous avons essayé de rassembler toute la gauche stéphanoise. Et à notre grand regret, nos amis du PC n'ont pas voulu partir avec nous. Ils ont préféré suivre M. Vincent. On a eu de grandes et profondes discussions avec les Verts. Et puis il est arrivé à un stade où on ne pouvait pas monter une liste qui soit quand même un subtil mélange des deux. Et bilan de l'opération, nos camarades de Ensemble, anciennement La Phase, nous ont rejoints et on a monté une belle liste qui a vraiment l'image même de la population stéphanoise. Il est midi, à 1 semaine et 1 jour du premier tour des municipales. On débat avec les principales têtes de liste de Saint-Étienne. On vous retrouve, messieurs, dans un instant, mais pour le moment, il est temps de faire un point sur l'actualité en ce samedi midi. Et c'est en votre compagnie, Sylvie Bosquiero. Bonjour, c'est la pollution qui fait la une encore aujourd'hui. Bonjour Paul, effectivement, l'actualité régionale ce matin, c'est encore et toujours la pollution. À Lyon, comme dans de très nombreuses autres villes, les transports en commun sont gratuits, soit pour la journée, soit pour le week-end, pour inciter le public à oublier la voiture pour quelques heures. Lyon, où le niveau 3 d'alerte aux particules fines pourrait être atteint demain. Néanmoins, ce matin, apparemment, il n'y avait pas de surcroît spectaculaire de fréquentation sur les lignes TCL. On en sait un peu plus sur l'homme qui a été abattu de plusieurs balles jeudi soir à Dessines et dont le ou les tueurs courent toujours. Sorti de prison il y a 4 mois, l'homme avait un lourd passé judiciaire. Il avait entre autres été condamné en 2010 par les assises du Rhône à 11 ans de réclusion pour sa participation au braquage d'un hypermarché 3 ans plus tôt dans l'Ain. Et puis il y a 5 ans, son frère avait lui aussi été abattu par balle dans le même quartier de Dessines. Il y a quelques semaines, à l'initiative de la nouvelle cellule cambriolage de la police lyonnaise, des victimes de cambriolage venues du Rhône, de la Loire et de l'Isère sont venues tenter de reconnaître leurs biens volés parmi quelques 2000 scellés qui leur étaient présentés à l'hôtel de police de Lyon.
34 personnes ont pu retrouver des objets qui leur avaient été dérobés. Désormais, les victimes peuvent se connecter sur le site www.avisderecherche.intérieur.gouv.fr, rubrique restitution objets volés. C'est compliqué, mais c'est efficace. En rugby, Oyonnax, au terme d'un suspense total, a remporté à Biarritz un succès précieux dans la course au maintien hier soir à l'occasion de son premier match en retard, comptant pour la 17e journée du top 14. C'est la première fois que l'équipe de l'Ain s'impose à l'extérieur, 24-22. Ce succès, Oyonnax le doit principalement à ses 2 entames de mi-temps littéralement tonitruantes, avec 2 essais d'Urda Pileta après un gros temps fort et Aguilon sur une percée tranchante que vous avez vue. Allez, un peu de hauteur pour terminer avec ce tout nouveau Sweet Home à Lyon. Pour les faucons pèlerins, ce rapace qui est protégé depuis les années 70 dispose désormais de 4 points de chute sur l'agglomération, puisqu'hier les bénévoles de la Ligue de protection des oiseaux lui ont installé un nichoir à Fourvière. Sophie Belsecki et Laurent de Bretagne. Entreprise de haute volée à 80 mètres du sol, au sommet de la tour métallique de Fourvière, les bénévoles de la Ligue de la protection des oiseaux ont installé un nichoir. Ce coffre doit accueillir les faucons pèlerins. Le choix du site, ce sont les oiseaux eux-mêmes qui l'ont fait. Ça fait plusieurs années qu'on les surveille, on a repéré quelques petites traces de fiantage et on a vu les oiseaux et notamment un couple l'an dernier en période de parade. Et c'est là qu'on a décidé vraiment de passer à l'acte. Le faucon pèlerin, le voici. À la LPO du Rhône, le rapace fait l'objet de toutes les intentions. Moribonde dans les années 70 en raison des pesticides agricoles, l'espèce est désormais protégée. On dénombre aujourd'hui en France 2000 couples de faucons pèlerins. Dans le Rhône, l'oiseau est apparu il y a quelques années seulement grâce à l'installation de nichoirs. On a une nidification qui se déroule alors avec les aléas de la nidification naturelle. Mais là, oui, évidemment, les résultats sont immédiats puisqu'on a actuellement 3 couples qui couvent dans le Rhône. Si on y pense, c'est dérisoire par rapport au département de l'Ain ou aux régions qui ont des falaises. Mais 3 couples dans une agglomération, oui, ça commence à devenir intéressant. Avec Fourvière, l'agglomération lyonnaise compte désormais 4 nichoirs. À Vénissieux, à la Pardieu, tout en haut de cette tour, et plus surprenant, sur une torchère à la raffinerie de Fézin. Des lieux inaccessibles à l'homme, une protection supplémentaire pour l'oiseau. Un faucon pèlerin se négocie 15 000 € au marché noir. Voilà pour l'info, Paul, et on revient avec vous pour La Voix est libre. Merci beaucoup Sylvie, et vous, on vous retrouve ce soir à 19h dans le 19-20. Les débats des municipales à J-7 du premier tour, une ville vers laquelle tous les regards sont braqués. Saint-Étienne sur le plateau, Maurice Vincent, maire PS sortant, Gaël Perdriau, tête de liste UMP-UDI, Olivier Longeon, tête de liste Europe Écologie Les Verts, et enfin Gabriel de Percave, tête de liste du Front National. Nous avons encore le temps d'aborder une question, c'est celle de la place de Saint-Étienne dans la région. Sa rivalité avec sa voisine lyonnaise est historique et pas seulement sur les terrains de foot. Le 1er janvier prochain, le Grand Lyon deviendra une métropole très puissante. Saint-Étienne doit-elle s'en inquiéter? Ou bien au contraire, l'attractivité lyonnaise ne peut que profiter à Saint-Étienne, à votre avis, Maurice Vincent? Moi, je suis résolument favorable à la défense de l'identité de Saint-Étienne et à la promotion de ses talents dans le cadre d'une coopération renforcée avec les territoires qui nous entourent, et en particulier avec le Grand Lyon. Nous avons déjà fait le pôle métropolitain durant mon mandat, qui n'existait pas auparavant. Il faut aussi coopérer d'ailleurs au-delà avec la Haute-Loire et la Plaine du Forêt. Et nous avons des relations excellentes. Pôle métropolitain, il y avait la RUL aussi, la région urbaine de Lyon. Tout ça, c'est des structures qui travaillent vraiment, ou c'est un peu des... Non, mais le pôle métropolitain non seulement travaille vraiment, mais nous sommes parmi les plus avancés. Nous avons créé un pass T-Libre qui va être mis en place à partir de septembre, qui permet aux Stéphanois, aux Lyonnais, aux Viennois qui utilisent les transports en commun d'avoir un seul titre de transport moins cher, avec le tram, le train et par exemple le métro. Donc très concrètement, on a déjà fait gagner, rien que sur cette mesure, 10 ou 15 € par mois aux usagers intenses des transports. Donc nous avançons beaucoup. Il faut continuer à renforcer l'enseignement supérieur, la recherche, le développement économique. Et rien ne serait pire pour Saint-Étienne que de, je dirais, rester en dehors du développement de Rhône-Alpes. Et ce développement de Rhône-Alpes passe par cette dynamique. Alors vous défendez tous autour de cette table un projet que vous estimez très important pour Saint-Étienne. C'est la nouvelle autoroute, l'autoroute A45. Oui, tous sauf un, bien sûr, monsieur Longeon. Je vais vous donner la parole. Évidemment, vous êtes contre. L'autoroute A45, qui est donc l'autoroute qui va doubler l'actuelle A47, qui est souvent saturée, qui est une autoroute assez dangereuse. Alors tous, sauf vous, monsieur Longeon, vous êtes opposé à cette A45. Pourquoi vous pensez, contrairement aux autres, que ce ne serait pas un atout pour Saint-Étienne?
Alors d'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, un problème financier. Deuxièmement, cette autoroute, elle arrive... soit elle arrive vers les 7 chemins sur la 450, soit elle arrive vers Chasse. Et on le voit pour ceux qui prennent leur voiture en faisant Saint-Étienne-Lyon, même exceptionnellement, chaque fois, cela bloque à l'entrée de Lyon. Et l'A45, elle ne résout absolument pas ce problème. Elle vient même s'engluer dans Lyon. Et c'est normal que les Lyonnais en veulent pas. Après, nous, ce qu'on voit, c'est que dans la construction de cet édifice régional qu'est cette métropole lyonnaise, il y a Saint-Étienne. Ça fait bientôt 2 siècles qu'on travaille ensemble. D'ailleurs, c'est la première ligne de chemin de fer historique continental. Cette ligne, elle s'améliore sans arrêt grâce au fond de la région, grâce au soutien de la région. Et nous pensons qu'il faut continuer à doper cette ligne ferroviaire qui permet une liaison en 45-50 minutes rapide entre Château-Creux, Perrache et Pardieu. D'ailleurs, de nouveaux TER arriveront en décembre pour encore améliorer la capacité de cette ligne. Monsieur Perdriau, à la fois sur, je ne sais pas si c'est une menace que fait peser la métropole lyonnaise sur la métropole stéphanoise, et puis aussi sur cette liaison A45 qui est très attendue par les Stéphanois. Alors c'est rigolo parce que j'ai regardé en 2007, François Fillon, alors Premier ministre, nous la promettait pour 2015, c'est-à-dire l'année prochaine, mais évidemment, on est très loin du compte. Ça fait un peu serpent de mer, c'est à 45. Oh, on retrouve des articles il y a 40 ans qui en parlaient. Donc je suis moi très favorable à des collaborations avec Lyon. Lyon, c'est la 2e aire urbaine de France. C'est un potentiel important. Aujourd'hui, la concurrence entre les villes se fait à l'échelle européenne. Lyon a besoin de nous et nous devons faire valoir toutes les compétences qui se trouvent à Saint-Étienne, ce réseau de PME et de PMI, cet enseignement supérieur. Mais je crois qu'il faut avoir des relations équilibrées avec Lyon et pas se comporter un peu comme Maurice Vincent le fait, en élève face au professeur maire de Lyon. Je crois qu'il faut se faire respecter. Il ne faut pas laisser partir à Lyon tout ce qui fait, je dirais, le positif à Saint-Étienne. Il faut garder nos pôles de compétences et puis se faire respecter par l'aire lyonnaise. Je crains également que ce pôle métropolitain ne devienne un machin supplémentaire, un échelon supplémentaire. J'avais voté évidemment pour ce projet. Je crois que c'est important que les élus de ces 4 communautés d'agglomération travaillent ensemble. Mais je ne souhaitais pas que les frais de fonctionnement explosent. Or, on en est déjà à 1 million d'euros annuels de frais de fonctionnement. Il faut que les élus s'impliquent. Alors, c'est vrai que Maurice Vincent cumule énormément de mandats. Oui. Moi, je m'engage à ne pas les cumuler. Je ne serai pas sénateur, ni député, ni conseiller régional. Je veux me consacrer à Saint-Étienne et défendre les intérêts des Stéphanois. Gabriel Lepercap, vous êtes-vous aussi favorable à cette autoroute A45 ? Alors, je suis effectivement favorable par rapport à la 45. Ceci dit, on en parle déjà depuis un certain temps. On en a déjà débattu en 2001. C'est un sujet qui revient régulièrement. Maintenant, c'est pas le maire de Saint-Étienne qui changera grand-chose, parce que tous les maires de Saint-Étienne sont favorables depuis un moment. Si on avait développé l'emploi à Saint-Étienne, la question finalement ne se poserait pas. Je fais partie de ceux qui travaillent régulièrement à Lyon. 3 jours, donc j'emprunte effectivement la voiture et j'emprunte aussi le train pour me rendre à Lyon, comme 14 000 Stéphanois. Mais cette A45, la question de la 45 ne se poserait pas si effectivement il y avait de l'emploi à Saint-Étienne. Par rapport effectivement à... C'est Lyon, est-ce que vous voulez dire par là que c'est Lyon qui paupérise Saint-Étienne en partie ? Non, je ne peux pas dire non. C'est surtout par rapport à Saint-Étienne, c'est tous les Stéphanois qui s'en vont sur la couronne à l'extérieur du fait de, c'est toujours pareil, du fait de l'insécurité, le problème de la fiscalité à Saint-Étienne. Donc voilà, si on avait pu résoudre tous ces problèmes avant, peut-être que la question de la 45 ne se poserait pas. Et pourtant, on pourrait presque dire que les Lyonnais, pour aller vivre à Saint-Étienne, où les loyers sont 2 fois moins chers, il y a une étude récente du réseau Clameur qui l'a montré, c'est même la grande ville de France où les loyers baissent le plus. Non, mais si vous voulez, on ne peut pas se contenter d'arguments de ce type. Pour développer l'emploi à Saint-Étienne, il faut évidemment avoir un territoire accessible. Tous les chefs d'entreprise et même les syndicats de salariés nous le disent. Vous ne pouvez pas faire venir des entreprises. Moi, j'ai beaucoup défendu l'emploi. Et vous me disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de taux de chômage. Il y a des statistiques, je ne sais pas, vous ne les avez pas trouvées, c'est 10,4%. On a ramené le taux de chômage ces dernières années légèrement en dessous du taux de chômage national au niveau du bassin d'emploi. Donc je veux dire que avoir les pieds sur terre. Je veux dire que la situation va dans le bon sens. De faire un métro entre Saint-Étienne et Lyon. Moi, je veux pas faire de métro, je vous rassure. Mais voilà, enfin, je veux dire, pourquoi pas faire une navette fluviale dans le Gier. Je veux pas faire de métro. Je dis simplement que pour développer de l'emploi, Monsieur de Percave, vous ne pouvez pas limiter l'attractivité du territoire. On a un problème historique sur les relations Lyon-Saint-Étienne. Il y a 14 000 personnes dans le TER, vous l'avez dit. Il y en a 90 000 qui utilisent
la voiture. On va continuer à développer le TER. Moi, je suis le premier favorable. Je propose d'augmenter encore de 25% le nombre de places dans les TER. Dans le prochain mandat, ça fera 3000 ou 3500 places de plus par rapport aux 98 000. Donc, il nous faut une deuxième liaison autoroutière sécurisée. Moi, j'ai jamais été un fanat du tout autoroute, bien sûr, mais là, dans ce cadre précis, il faut l'obtenir. Et la décision, on pourra la prendre à la fin de l'année, puisque les entreprises nous donneront enfin le montant de leur investissement et de la contribution éventuelle. Et je pense qu'elle sera raisonnable. Olivier Longeon, c'est quand même une vraie fracture. Hein. On le voit bien entre vous et le maire de Saint-Étienne. C'est une fracture, mais les chiffres donnent des chiffres. Il y a des chiffres intéressants par rapport à ce qui est dit. C'est que, en fait, seule la liaison TER voit sa part progresser. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui prennent la voiture entre Saint-Étienne et Lyon et de plus en plus de gens qui prennent le TER. Donc on a une chance. Et une chance qui va répondre aux besoins des Stéphanois et des Lyonnais, parce qu'on a aussi un TER entier quasiment qui descend tous les matins, par exemple travailler sur le siège de Casino. Et je crois qu'un des vecteurs pour développer l'emploi à Saint-Étienne, c'est de rééquilibrer les pôles, notamment de services, c'est-à-dire ramener de l'emploi qui est parti sur Pardieu à Confluence sur le site de Château-Creux. Ça doit être une des priorités du mandat. Maintenant, nous avons aussi deux autres secteurs très très forts, ce sont évidemment les pôles, et notamment le pôle mécanique, et puis le pôle du quartier créatif de la manufacture et de la cité du design. 700 emplois quand même qui maintenant sont sur ce site. Donc nous avons des potentialités même pour attirer des Lyonnais. On va redonner une dernière fois la parole à nos citoyens stéphanois rencontrés au hasard sur la place de l'Hôtel de Ville de Saint-Étienne. Messieurs, l'un de vous sera peut-être, même certainement, le maire de Saint-Étienne dans 2 semaines et demie. Voici ce qu'ils attendent de vous. Moi, ce que je voudrais, c'est un meilleur bien-être à Saint-Étienne, c'est-à-dire des boutiques, des gens qui viennent visiter, comme ils venaient avant. Qui nous écoutent. Et on n'a pas toujours l'impression d'être écoutés. Et entendus, peut-être. Qui nous écoutent beaucoup. Et qui tiennent bien ses promesses. Voilà. On attend beaucoup d'eux. Je pense qu'on leur demande plus qu'ils ne peuvent faire. Qui sont là pour la ville, pour la ville Saint-Étienne, pour le peuple, pour les Stéphanois, quoi, qui sont là pour les défendre, qui les représentent, et puis voilà, quoi. Alors, ces citoyens, vous pouvez leur répondre ou pas, c'est comme vous voulez. Mais je vous donne en tout cas à chacun 30 secondes de conclusion dans l'ordre qui a été attribué tout à l'heure par tirage au sort. Et on va commencer par vous, Monsieur Longeon. Eh bien, je crois que ça correspond, les aspirations des Stéphanois correspondent exactement à ce que nous écrivons dans notre projet. Les Stéphanois, ils aspirent à vivre mieux. Et nous pensons qu'on peut le faire à Saint-Étienne très facilement. Et qu'un des éléments, ce sera le développement du centre-ville. C'est pour ça, par exemple, que nous avons prôné le quadruplement du plan façade, c'est-à-dire un plan qui reprenne les façades du centre-ville, qui les remette en état, qui s'étale sur la ville, qui travaille aussi dans l'épaisseur du bâtiment, faire de l'isolation pour baisser les charges locatives. Ça va créer de l'emploi, ça va redynamiser le centre-ville, changer l'image de Saint-Étienne, parce qu'on va avoir un centre-ville encore plus beau et encore plus attrayant. Donc, les Stéphanois ont envie de vivre mieux, eh bien, vous verrez qu'ils voteront Saint-Étienne en mieux. Très bien, 30 secondes, parfait. Merci. Gabriel Lepercave pour 30 secondes de conclusion. Nous sommes responsables de ce que nous transmettons à notre jeunesse, à nos enfants. Et aujourd'hui, je souhaite transmettre à cette jeunesse l'espérance. Mais je souhaite aussi m'adresser à ceux qui sont dans la désillusion, dans le désespoir, qui ne votent plus depuis un certain temps, depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je m'adresse à eux. Je ne suis en aucun cas responsable de l'état actuel de la ville. En aucun cas, puisque je n'ai pas eu, effectivement, je n'ai pas été au pouvoir à Saint-Étienne. Donc, tout simplement, je leur demande de reprendre courage et de faire confiance à Saint-Étienne Bleu Marine. À vous, Monsieur Perdriau. Je crois que je suis le seul à ne pas être résigné face à la situation de Saint-Étienne. Notre projet, mon Saint-Étienne, celui qu'attendent les Stéphanois, c'est un Saint-Étienne de la créativité. Mon Saint-Étienne, c'est celui d'innovation, c'est celui de l'emploi, celui d'un meilleur cadre de vie au quotidien, en améliorant la propreté, la sécurité, les transports, une vie commerçante plus active dans le centre-ville, dans les quartiers. Et puis un maire à l'écoute de ses concitoyens, disponible et qui se consacre uniquement à sa ville. Merci Monsieur Perdriau. Le mot de la fin pour vous, Maurice Vincent. Bon, je me retrouve effectivement dans ces aspirations des Stéphanois et d'ailleurs, puisqu'on demande de tenir ces promesses, je ressors dans toutes mes réunions de quartier mes engagements de 2008 qui ont été respectés à 95% et je m'engage aujourd'hui sur des choix crédibles. Je ne fais pas des promesses à tout le monde, je ne fais pas 200 propositions
pour 200 catégories sociales, infinançable. C'est M. Perdriau qui le fait. Je ne fais pas cela. Je reste dans la volonté de me battre pour Saint-Étienne, comme je l'ai fait depuis 6 ans, contre les banques, contre l'ensemble des secteurs privés qui parfois, des groupes privés qui parfois sont excessifs, continuer à se battre et apporter une dynamique de l'emploi. Voilà mon projet. Merci. Dès maintenant. Merci Monsieur Vincent, merci à tous les 4 d'avoir participé à ce moment forcément trop court pour aborder toutes les problématiques d'une ville aussi complexe que Saint-Étienne, mais qui n'en reste pas moins important pour la démocratie. Il ne nous reste plus un seul débat avant le premier tour du 23 mars, et nous le consacrerons à la capitale régionale, Lyon. Sur le plateau, les 6 candidats, dont le maire socialiste sortant Gérard Collomb et son adversaire UMP Michel Avart, qu'on a très rarement vu ensemble pendant cette campagne. Pour ce débat un peu hors norme, une durée exceptionnelle, 1 heure, et un horaire exceptionnel lui aussi. Ce sera jeudi soir en deuxième partie de soirée, aux alentours de 23 h. La semaine prochaine, veille de premier tour, plus de politique dans la voie libre, car c'est interdit. On parlera de la guerre 14-18, vue de Rhône-Alpes. Il me reste à formuler quelques remerciements aux fringants, épatants et tournicotants Adrien Gros-Radenez, à Bérénice Dalmé, à Patrick Dehaye, à Françoise Boissonnet et ses équipes, sans oublier de faire une bise à Sophie Noël, à suivre l'édition nationale présentée par Catherine Matoche. Bon week-end ensoleillé, bien que pollué, et à lundi pour le journal des élections.